Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup de gens se posent, une question aussi courante que déroutante. Pourquoi est-on parfois attiré par des relations qui, de toute évidence, ne sont pas bonnes pour nous? C'est une expérience que beaucoup de monde connaît et la psychologie a des réponses vraiment fascinantes à nous offrir là-dessus. Voilà, c'est la grande question. Ces fameux red flags, ces signaux d'alerte. Logiquement, ils devraient nous faire prendre nos jambes à notre cou, et pourtant, parfois, c'est tout le contraire. Ils exercent une sorte de fascination. On va décortiquer ensemble pourquoi ce paradoxe existe et ce qu'il révèle sur notre propre fonctionnement. Et avant toute chose, il faut mettre quelque chose au clair, c'est super important. Si on se reconnaît là-dedans, ce n'est ni une faiblesse, ni un échec personnel, pas du tout. Il s'agit en fait d'un mécanisme psychologique bien connu, souvent très ancien, qui peut être compris, et surtout qui peut être déconstruit. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord explorer la nature de cette attirance. Ensuite, on remontera à ses origines, souvent dans l'enfance, puis on analysera la chimie du cerveau qui vient renforcer tout ça, on apprendra à identifier les signes, et enfin, on verra comment on peut tracer une voie plus saine. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Cette première partie, c'est pour explorer les fondations de nos choix amoureux, qui sont, vous allez le voir, bien moins le fruit du hasard qu'on pourrait le croire. En fait, tout commence bien plus tôt qu'on ne le pense. Bien avant nos premières histoires d'amour, notre cerveau d'enfant observe, ressent et enregistre ce qu'est une relation. Et ces tout premiers modèles, ils deviennent notre norme, notre référence inconsciente. On arrive maintenant à la deuxième partie et c'est vraiment le cœur du problème, notre tout premier schéma relationnel. C'est ici, dans l'enfance, que se joue une part immense de notre avenir sentimental. Alors c'est quoi ce schéma relationnel? Imaginez-le comme une sorte de carte mentale, un plan qu'on dessine dans notre enfance et qui nous dit « voilà ce que c'est l'amour ». Le point crucial, c'est que cette carte n'inclut pas seulement les câlins et les mots doux. Si on a connu des conflits, de la distance, de l'instabilité, tout ça est aussi dessiné sur la carte. Ces dynamiques, même si elles sont négatives, deviennent familières. Et pour expliquer ça, il y a un cadre théorique qui est juste brillant. C'est la fameuse théorie de l'attachement. En gros, elle nous dit que la manière dont on a été aimé et sécurisé dans nos toutes premières années va directement influencer la façon dont on cherchera et dont on vivra l'amour à l'âge adulte. En général, on distingue trois grands styles. Il y a l'attachement sécure, où l'amour est vécu comme une base solide et fiable, puis l'attachement anxieux, où l'amour est souvent mêlé à une peur intense de l'abandon, et enfin, l'attachement évitant, où c'est l'intimité elle-même qui fait peur. Forcément, ces styles vont colorer tous nos choix de partenaires plus tard. Et ça, c'est une idée vraiment, vraiment puissante. Si, pendant l'enfance, l'instabilité était la norme, alors à l'âge adulte, une relation chaotique, pleine de hauts et de bas, peut paradoxalement être perçue par notre inconscient comme réconfortante, comme quelque chose de connu, presque comme un retour à la maison. Ok, passons à la troisième partie. On va voir maintenant comment tout ça se joue au niveau de la chimie de notre cerveau. Parce qu'il n'y a pas que de la psychologie là-dedans, il y a aussi de la pure biologie. Il faut qu'on parle d'un concept clé, la compulsion de répétition. C'est cette tendance, complètement inconsciente, qui nous pousse à recréer des scénarios de notre passé. Pas par plaisir de souffrir, pas du tout, mais plutôt dans l'espoir secret, et souvent vain, de pouvoir cette fois-ci réparer la situation et enfin obtenir une fin heureuse. Et dans notre cerveau, pendant ce temps, ce sont de vraies montagnes russes émotionnelles. Regardez, quand le partenaire donne enfin de l'affection, on a un énorme pic de dopamine, l'hormone du plaisir, c'est l'euphorie. Mais dès que l'affection est retirée, c'est le cortisol, l'hormone du stress, qui inonde notre système. Cette alternance entre le high et le crash crée une dépendance biochimique extrêmement forte. Ce mécanisme porte un nom, le renforcement intermittent. C'est un des principes de conditionnement les plus puissants qui existent. Le fait de ne jamais savoir quand la récompense, l'amour, l'affection va tomber, ça nous pousse à la chercher encore et encore et encore, avec beaucoup plus d'acharnement que si elle était toujours disponible. L'analogie qui illustre ça à la perfection, c'est celle de la machine à sous. Pourquoi on continue de jouer? Pas parce qu'on gagne à chaque fois, mais bien parce qu'on ne sait jamais quand on va gagner. C'est cette imprévisibilité qui nous rend accro. Eh bien, dans une relation instable, c'est exactement le même principe. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Quatrième partie, comment est-ce qu'on peut reconnaître ce schéma dans sa propre vie? Quels sont les signes concrets? Il y a plusieurs indicateurs qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Par exemple, ce sentiment étrange d'être plus à l'aise dans le drame que dans le calme, ou le fait de rester même quand on est blessé. La tendance à minimiser, à trouver des excuses pour l'autre, ou cette croyance très forte qu'on peut changer la personne, la sauver. Tout ça, ce sont des signaux que c'est peut-être notre pilote automatique interne qui a pris les commandes. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque ces comportements sont là, c'est souvent la preuve que les choix ne sont plus guidés par la logique ou le bien-être, ils sont guidés par ce fameux plan interne, ce schéma relationnel qu'on a dessiné il y a très très longtemps.
Et on arrive à notre dernière partie, et c'est la plus importante peut-être, forger un chemin plus sain. Parce que, et c'est essentiel, il est tout à fait possible de sortir de ce cycle. Et ça, c'est vraiment le message d'espoir. Un schéma, même s'il est profondément ancré, n'est pas une condamnation à vie. La toute première étape, c'est d'en prendre conscience. C'est ça qui nous redonne la liberté de choisir différemment. On peut activement décider de redessiner notre carte. Alors, concrètement, comment on peut faire? Voici une sorte de feuille de route en 5 étapes clés. D'abord, essayer de comprendre son propre style d'attachement. Ensuite, travailler sur l'estime de soi. Analyser son passé, mais avec honnêteté. Apprendre à écouter et à respecter ses propres besoins. Et enfin, ne pas hésiter à chercher un soutien extérieur, un thérapeute par exemple. Chaque pas dans cette direction est une victoire. Pour résumer toute notre discussion, je crois que cette phrase dit tout. Souvent, l'attirance pour ce qui fait mal, c'est en réalité une attirance pour ce qui nous est familier. Et ce cycle infernal se répète, en boucle, dans l'ombre de l'inconscient. Mais la lumière de la conscience, elle, a le pouvoir d'interrompre ce cycle. Et ça nous amène à la question finale, une réflexion pour la route. Qu'est-ce qui devient possible à partir du moment où on s'autorise consciemment à choisir ce qui est sain pour nous, plutôt que de suivre aveuglement ce qui nous est simplement familier? C'est une question qui ouvre la porte non seulement à de meilleures relations avec les autres, mais surtout à une bien meilleure relation avec soi-même.